Hello, hello, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau live. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine dernière et un bon week-end. On démarre une nouvelle semaine, donc avec un nouveau live évidemment. Donc comme j'avais dit la semaine précédente, lundi prochain il n'y aura pas de live pour la simple et bonne raison, c'est que je vais donner des cours à CY Tech, donc en école d'ingénieur. Donc je ne pourrai pas donner de live à ce moment-là. Et donc le live suivant sera donc dans 2 semaines. Voilà. Bonjour The Old Coder. Salut René. Bienvenue sur ce live. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai réglé le son, donc normalement le volume doit être bon, je pense. Et ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, salut Gouze, salut Sylvain. La semaine dernière, vous avez vu que j'ai changé la petite musique d'intro. Merci The Old Coder pour le feedback. Donc le son est bon, nickel. Donc j'ai changé la petite musique d'intro. Je me suis dit quelque chose d'un petit peu différent et j'espère que vous aimez bien. Donc on va commencer ce live. Donc au programme du live d'aujourd'hui, on va parler un petit peu actualité. Ensuite, on va parler compilation du GNU Linux pour rebondir sur des tweets que j'ai fait la semaine dernière à ce sujet. Et notamment parce que j'étais en préparation des cours que je vais donner à CY Tech dès la semaine prochaine. Et on va parler de ray tracing en C++, mais je ne vous en dis pas plus, on verra ça tout à l'heure. Donc, en fait, on va commencer donc par cette actualité. C'était Nida. Je ne sais pas si Nida est sur le live en ce moment. Là, je n'ai pas sous les yeux la liste des personnes présentes. Nida en avait parlé la semaine dernière, donc je vous partage ça sur l'écran de gauche. Conteneur Docker, plus de 1650 images malveillantes ont été identifiées sur le Docker Hub. Donc c'est un article que j'ai trouvé donc sur itconnect.fr, mais qui a relayé l'information qui était apparue, je ne sais plus trop où d'abord. Donc on va aborder un petit peu ce sujet très rapidement. Déjà, en quoi c'est un problème, en quoi c'est un non-problème. Donc déjà, en quoi c'est un problème? Ça veut dire que quelque part, les images qui sont stockées sur le Docker Hub, et peut-être d'autres repositories d'images Docker contiennent donc des logiciels malveillants. Donc ce qui a été détecté en termes de logiciels malveillants, c'est essentiellement des voleurs de clés, SSH, et surtout des cryptomineurs. Et oui, il y a encore des gens qui s'amusent à installer des cryptomineurs, des logiciels de cryptomining un petit peu partout pour profiter de la puissance de calcul d'un peu tout le monde. Pourquoi pas? Et puis évidemment, ça c'est quand même le premier logiciel malveillant qui a été détecté. Le vol de secrets, évidemment, donc de clés SSH, de mots de passe, que sais-je encore, etc. Ensuite, c'est détournement aussi. On voit il y a un détournement de proxy et détournement de DNS. Donc effectivement, potentiellement des requêtes qui sont redirigées vers des serveurs qui ne sont pas les vôtres, etc. Donc bref, il y a beaucoup de choses qui ont été détectées dans ces images. Alors, au-delà de cette annonce qui est un petit peu, comment je dirais, un peu... ouais, ça rappelle un peu l'affaire des packages NPM, ouais, tu as tout à fait raison. Salut Fabien. NPM c'était pareil, et pour le problème des repositories publics, c'est que donc derrière cette annonce où on se dit il y a 1650 images qui ont été détectées, en fait ces 1650 images représentent qu'un faible pourcentage des images qui sont présentes sur le Docker Hub et même sur d'autres repositories. Là où on peut se poser des questions, c'est qu'effectivement ces images ne sont pas suffisamment testées ou scannées par les repositories. Ça, c'est une première chose. Et le deuxième point, c'est qu'en en fait, il reste encore beaucoup d'utilisateurs qui ne sont pas très regardants, qui se disent « Ah, j'ai besoin d'une image Docker pour tel ou tel usage, etc., vont sur le premier registry d'images Docker et va télécharger une image qui n'est pas forcément une image officielle fournie par soit les distributions Linux, soit par tel et tel éditeur ou mainteneur de logiciels. Donc les gens téléchargent une image qui leur semble alléchante sur le papier et ne se méfient pas suffisamment et donc les utilisent soit en dev, soit en pré-prod et parfois même en prod. Donc ça c'est un vrai problème, donc c'est un véritable vecteur d'attaque.
Et on voit que c'est un vecteur d'attaque qui continue à progresser et à mon avis qui va continuer de progresser dans les années à venir. Donc ça pose la question des images déjà prêtes. Est-ce qu'on en a... salut Stéphane. Est-ce qu'on en a réellement besoin? Est-ce qu'on n'a pas besoin de builder soi-même les images et en vérifiant notamment les fichiers Docker pour vérifier que ce qu'on build, ça correspond bien à ce qu'on veut? Enfin bref, il y a beaucoup de choses là-dessus. La question, c'est pas le pourcentage, tu dis, Fabien, c'est quelle est la probabilité de tomber dessus par erreur, faute de frappe, premier résultat de recherche. Ouais, tout à fait. C'est, mais comme beaucoup de vecteurs d'attaque, parfois, et on le voit, il y a beaucoup de noms de domaine qui sont détournés simplement en inversant deux lettres, ce genre de choses, etc., avec des noms très proches, et dans le feu de l'action, on ne se rend pas forcément compte. Mais c'est comme... installer un logiciel, par exemple, pour Windows, vous n'allez pas aller, en tout cas c'est fortement décommandé, non recommandé, d'aller télécharger un exécutable sur des sites un petit peu obscurs et de lancer le .exe en admin sur sa machine et l'installer. Donc en fait, c'est vrai aussi pour des images Docker, même si elles sont enregistrées sur un hub de package, sur une registrie, ce genre de choses. Un peu comme les autoinstall.sh qu'on peut choper sur le net. On regarde avant ce qu'il y a dedans. Ouais, tout à fait, Sylvain. Je suis tout à fait d'accord. Et même quand ce setup.sh, autoinstall.sh, etc., sont fournis par l'éditeur de logiciel, par exemple, prenons le cas par exemple de GitLab CE, je regarde toujours ce qu'il y a dans le .sh avant de l'exécuter pour voir si justement ce truc-là, il n'y a pas une erreur qui viendrait pourrir mon site web, etc. Après, c'est toujours qu'une question de confiance. C'est-à-dire que si vous téléchargez un setup.sh depuis une source réputée fiable, par exemple, je reprends le cas de Docker, la probabilité est quand même très forte pour que le .sh qui vous est fourni, ou le point Docker, ou enfin l'image Docker ou ce genre de choses, soit quand même de bonne qualité et relativement fiable. Par contre, si vous allez télécharger un point .sh ou un Docker d'une source qui n'est pas forcément connue, méfiez-vous. Voilà, donc je profite de cette actualité pour reporter un petit peu ce message, notamment auprès des gens qui ne sont pas assez regardants et parfois même des plus juniors qui vont à la solution de facilité plutôt que de compiler soi-même son logiciel ou d'aller chercher le point .deb, le RPM, etc., d'installer, de configurer, etc., de prendre une image Docker d'une registrie obscure ou quelque chose qui n'est pas officiel, et donc l'installer, et donc de prendre des risques à ce qu'on se fasse verrouiller soit déjà sa machine, sa VM, ou pire, carrément son système d'information. On va pas se mentir, c'est des choses qui arrivent régulièrement, et donc le fait est, c'est que pour être prudent, il faut être très 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 regardant et très méfiant. Voilà. Moi, je prends toujours mes drivers sur trouve-facilement-ton-driver.com, c'est plus sûr. Non, ne faites pas ça, jamais, ne faites pas ce que dit Fabien. Mais effectivement, il y a des fois, juste quand on dit Google est ton ami, c'est souvent parfois ton premier meilleur ennemi en fait. Parce que ce qui arrive dans la première page de résultat n'est pas forcément quelque chose de fiable. Et ça me fait penser d'ailleurs à cette fameuse histoire d'il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous en souvenez, où il y avait beaucoup de logiciels, par exemple VLC, ou plein de logiciels très très connus qui étaient beaucoup téléchargés, qui étaient repackagés par le site, par la forge sourceforge.com eux-mêmes, en ajoutant eux-mêmes du crapware, c'est-à-dire des publicités, ce genre de choses, etc. C'est-à-dire qu'en fait, ils détournaient des exécutables légitimes de projets légitimes, ils repackageaient tout ça dans des setup.exe ou des install.exe avec du crapware. Donc, comme quoi, il faut vraiment être prudent, même si la source nous semble fiable à la base. Voilà. Il y a aussi les images jamais upgrade qui se trimballent des binaires vulnérables. Ouais, tout à fait, oui. Après, quand on télécharge une image Docker, et c'est vrai pour tout logiciel, lorsque vous imaginez passer ça en prod, regardez les versions qui sont fournies dedans, de quand date la dernière image. Globalement, si vous téléchargez une image Docker de tel ou tel soft dont l'image date d'il y a 6 ou 8 mois, posez-vous la question quand même. Regardez s'il y a bien eu, s'il y a bien toutes les dernières versions dedans, si ce qui est buildé dans cette image Docker, ça a été patché comme il se doit d'après les dernières CVE. Enfin bref, j'ai l'impression d'enfoncer une porte ouverte en disant ça, mais c'est quand même super important. En même temps, s'il faut commencer à faire des mises à jour de S, on devient sysadmin, on n'utilise plus de Docker, ça n'aurait plus de sens. Ouais, c'est vrai, mais bon, la vérité est un petit peu entre les deux maintenant. Et je dirais que moi, comme vous le savez, ceux qui me suivent le savent assez bien, je suis peu utilisateur de Docker de façon générale. Je n'apprécie pas particulièrement ce système, même si ça peut être
très pratique dans certains cas. Ce qui me fait pester par contre au plus haut point, ce sont les projets logiciels qui ne fournissent leur logiciel que sous forme d'image Docker. C'est-à-dire qu'en fait, le package source ne devient même plus le premier vecteur de distribution d'un logiciel, ni un point .deb, ni un point .rpm, ni un point .exe ou que sais-je encore, c'est-à-dire quelque chose d'assez classique, mais une image Docker qui forcément demande certains prérequis à la base, et puis une image Docker qui n'est pas forcément toujours hébergée ou signée sur le site de l'éditeur même. Donc voilà, ça me fait vraiment pester. Voilà. C'est pas l'argument de vente de Docker, ça, plus jamais rien ne prendre en prod parce qu'un con sysadmin a fait des mises à jour système. Ouais, non, c'est pas vraiment. Ouais, c'est peut-être un argument de Docker, je ne sais pas trop. Je pense que, en fait, disons que Docker, ça permet d'avoir un truc un peu facile et éventuellement d'avoir sur la même machine deux versions de la même image qui se traballent, et si quelque chose se passe mal, on peut revenir en arrière. Ça, c'est la théorie. En pratique, c'est pas toujours le cas, notamment s'il y a eu des upgrades de base de données entre-temps. Après, je sais pas. Ouais, il y a la gestion des dépendances, Isoprod sur tous les postes de dev. Ouais, c'est ce qu'on dit, mais en même temps, quand on voit des fois sur les postes de dev, j'ai déjà vu le cas où tu as des gens qui se trimballent des Docker qui sont dans des vieilles versions parce qu'ils savent pas faire la mise à jour d'une image, même avec Docker Desktop. Bon, bref, ça me fait un peu rigoler. Bref, voilà, donc je voulais juste vous aborder ça. Donc merci Nida d'avoir relevé l'article ce week-end parce que je n'avais pas vu passer, et donc d'avoir relevé cette information. Donc je vous partagerai comme d'habitude sur la chaîne YouTube le replay avec les liens, et notamment le lien de cet article. Ensuite, la deuxième information, c'est, je vous parle régulièrement du noyau Linux, et là du noyau Linux 6.1. Donc, qui n'en finit plus d'approcher de sa release finale. Donc, sachez que la version 6.1 RC7 a été produite le 27, donc c'est-à-dire hier. Donc, elle est toute fraîche. Donc, RC7, vu le numéro de la release candidate, on s'approche fortement d'une release définitive du noyau 6.1. Donc, pas grand-chose à dire dans cette version par rapport aux dernières release candidates, comme d'habitude, c'est-à-dire il y a les derniers patchs qui arrivent avec quelques corrections, quelques fixes de régression. Comme d'habitude, Linus peste. Il a probablement raison à propos des gens qui essayent de profiter de la fenêtre d'intégration, de la fenêtre de correction pour glisser des trucs de façon un petit peu cavalière, j'ai envie de dire. Donc ils poussent subrepticement des nouvelles choses. Ils se disent, ah, c'est la fenêtre d'intégration, je ne vais pas attendre 6 semaines de plus, je vais essayer de glisser mon pilote dedans. Donc ça, c'est bon, ceux qui suivent l'actualité du noyau Linux, vous savez que c'est un truc qui est récurrent, où certains développeurs essayent de profiter de ces fenêtres d'intégration, et notamment des dernières releases candidates, pour pousser des trucs un petit peu à l'arrache. Bon, après, je ne vais pas vous lire tous les changelogs, il y a pas mal de fixes, il y a quelques corrections, quelques petites choses qui évoluent par rapport aux dernières releases candidates. Donc il est en train de ce noyau est en train de se stabiliser tranquillement, mais sûrement, sachant que le noyau 6, comme je l'avais dit, commence à intégrer beaucoup de distributions. La RHEL, la prochaine Debian sera aussi en noyau 6. Donc, et la version 6 du noyau, comme je l'avais déjà évoqué lors des précédents lives, apporte quand même pas mal de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux pilotes, des améliorations de performance, etc., etc. Donc voilà pour cette Linus qui peste, c'est la routine. Ouais, c'est tout à fait la routine. Enfin, ceux qui connaissent un petit peu le personnage de Pro de loin, vous savez très bien que c'est quelqu'un qui est un petit peu sanguin, pas très sympathique, on va pas se mentir. Il n'est pas très sympathique, mais bon, là pour le coup, je vais lui donner un petit peu raison quand les gens glissent subrepticement des trucs au dernier moment en mode un peu en loose day. Parfois, ça a tendance un petit peu à casser l'assurance qualité, et puis bon, ça prend des risques. C'est sûr, on aime bien que son travail soit intégré tout de suite, etc. Sachez qu'effectivement, les fenêtres d'intégration, je crois que de mémoire, c'est toutes les 6 semaines. Donc, si quelqu'un loupe une fenêtre d'intégration, ça veut dire que le patch qui va être proposé, ou le pilote, ce genre de choses, ne sera proposé que 6 semaines plus tard. Donc, c'est sûr que c'est... bon, voilà, il faut composer avec. C'est les règles. Les règles, c'est la règle. La loi est dure, mais c'est la loi. Voilà. Et donc, pour rebondir sur la partie compilation, je vais juste vous partager. Je crois que c'était ça. Voilà. Hop.
je vais vous partager ça. La semaine dernière, j'avais posté ce petit tweet assez anodin qui a fait réagir parce que pas mal de personnes m'envoyaient des petits messages, quelques-uns ont répondu. Donc, current status, compiling Linux kernel, donc make all config, make menu config, make monj 72. Donc, ce qui a fait réagir en dessous les gens 72 se disant, donc ça veut make -j, ça veut dire make monj, le nombre, ça veut dire compiler avec un nombre de cœurs ou un nombre de process, de sous-process du nombre. Donc, ça make monj 72, ça veut dire que je compile avec 72 process en parallèle. Donc, il y a 72 compilateurs qui sont lancés en parallèle qui compilent le noyau, les sources du noyau, les modules, etc. Donc, pas mal de personnes m'ont dit 72 c'est énorme, etc. Mais en fait, c'est pas tant que ça. D'ailleurs, Alexandre de Rumier, que je salue au passage, dit que lui, sur son hyperviseur Proxmox, il a 256 cœurs. Là, moi, j'ai compilé sur une des machines, sur un des nœuds de notre cluster Proxmox. Justement pour que ça aille vite, ça va beaucoup plus vite que sur mon laptop, et sur lequel donc j'ai 88 cœurs qui sont disponibles. Donc c'est du bi-CPU, car enfin c'est 22 cœurs hyper CDR chacun, donc ça fait 80 cœurs ou équivalent cœurs qui sont disponibles. Donc ce qui permet de compiler le noyau Linux complètement, c'est-à-dire un noyau Linux complet avec tous les pilotes, etc., en à peu près 10 minutes. Je vais afficher ça à l'écran si ça veut s'afficher, voilà. Donc le BZ image était ready, et voilà combien de temps ça a mis, ouais, 10 minutes 55 sur l'intégralité du noyau. Alors il y en a qui doivent se dire, mais pourquoi compiler ton noyau? Alors tu pourrais prendre un package qui te fournit déjà le noyau. En fait, c'est juste, comme je le disais tout à l'heure, je suis en train de préparer les cours que je vais donner en école d'ingénieur, et donc c'est un cours qui est essentiellement c'est un cours, une spécialité informatique embarquée, et sur lequel je parle d'architecture Linux, donc du noyau Linux, de comment il est fait, comment il se compile, etc., de comment créer une image, créer sa propre image, sa propre distribution, entre guillemets Debian, avec du Bootstrap que je vais vous montrer dans un instant. Et puis, on parle d'architecture logicielle de façon générale, très très appliquée au domaine de l'embarqué, donc avec les bonnes pratiques de codage. On fait du shell script, on fait du C, on parle de C++, on parle d'optimisation, de programmation réseau, de sécurité réseau, on joue avec iptables, etc., etc. Donc c'est un cours qui est un petit peu barbu, on va dire, sans mauvais jeu de mots. Voilà, donc je préparais ça parce que je me suis dit, tiens, je vais reprendre une des dernières versions, je vais affiner quelques-uns de mes scripts, parce que tout ça, évidemment, vous doutez bien que je tape pas tout à la main, j'ai automatisé avec des scripts shell. Donc, ce qui permet de montrer un petit peu aux élèves, déjà eux pratiquent, qu'ils aient au moins compilé leur noyau Linux une fois dans leur vie, qu'ils sachent récupérer leur image, leur module, générer une image d'un système d'exploitation et booter dessus. Donc ça a l'air de rien, mais finalement, quelque part, c'est comment je construis ma propre distribution de bout en bout. Et je trouve que c'est intéressant, même si peu d'entre eux ou d'entre elles vont faire ça dans leur vie, au moins ils l'auront vu une fois dans leur vie et ils sauront le faire. Donc je vais vous afficher ça à l'écran. Je vais juste mettre ça ici. Je vous partage l'écran gauche. Donc là, globalement, ma machine de compile, c'est un conteneur LXC qui tourne sur le cluster. Donc, si je vous affiche LSCPU, voilà. Donc, si vous voyez à peu près ce qu'il y a comme cœur, donc c'est une assez bonne machine, même si le CPU est assez ancien. Et donc j'ai un script qui permet simplement je suis où là, hop, bin, j'étais pas dans mon répertoire, bin /build kernel. Donc j'ai un script, voilà, simplement qui est préparé, qui me permet d'automatiser la compilation, etc. Donc en fait, là j'ai tout automatisé, au moins ça me permet de vérifier que mon cours et ma démo n'aura pas d'effet démo, et qu'eux pourront le faire facilement sur leur machine. Donc si je lance ce script, pour /bin build kernel,
Boum, donc là, ce qu'il va faire, la première étape, je vous la passe, c'est je récupère mon fichier de config que j'ai préparé à l'avance. Je fais un make all config qui me permet de pouvoir lancer Linux config et puis d'affiner éventuellement les options du noyau. Et ensuite, je fais un make menu config, j'ajuste tout ça, et puis je lance mon script qui va builder. Voilà. Donc là déjà de toute façon tout était buildé. Donc slash src linux, faire un make clean. Donc si vous connaissez, vous savez déjà, si vous avez déjà buildé votre noyau, vous savez que vous avez plusieurs cibles qui sont disponibles. Donc vous avez un make à la racine avec une option make help si vous voulez avoir l'aide en ligne que je vous affiche ici. Je ne sais pas si vous voyez bien sur si vous êtes sur mobile, mais vous verrez peut-être mieux quand vous serez si vous regardez sur YouTube. Donc si vous tapez make help, vous avez la cible de toutes les cibles qui vous sont affichées avec ce qu'elles font, etc. Donc ça c'est assez simple. Donc vous avez make config, make menu config, all config, etc. Je vous passe les détails parce que sinon on va passer 3 heures sur le live. Vous pouvez dire que je veux tout configurer en module, donc on fait make all mode config qui va tout reconfigurer le fichier config pour dire que tout est en module, etc., etc. Puis après, vous avez la cible make ou make all qui permet de tout builder. D'ailleurs, il le dit ici. Tout ce qui est marqué d'une étoile sera buildé sur la cible make all, donc qui va builder le noyau, donc un VM Linux, et qui va builder les modules. Voilà, tout simplement. Et donc, si je fais tilde slash bin slash build Linux, voilà, moi ça va juste. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, j'ai un truc qui marche pas, je sais pas ce que j'ai fait. Bon, c'est là du coup là c'est l'effet des beaux. Faut peut-être que je relance faut peut-être que je relance qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas ce que j'ai fait. Bon, bref, c'est parce que là je suis directement dans la. J'ai peut-être pas positionné le bon environnement. Bon, toujours est-il que ce script, je le lance et ça permet donc de construire mon propre noyau. Et ce noyau, ensuite, je le récupère. Donc je récupère un tar de tout ça, donc le noyau avec tous les modules. Et ensuite tout simplement, je vais récupérer ça sur ma machine et j'ai un script qui me permet de builder entre guillemets mon propre OS, ma propre Debian. Donc, alors un peu de se la raconter avec sa Gentoo. Ah oui, alors Gentoo, j'ai eu Gentoo comme système d'exploitation pendant plusieurs années, ouais. Effectivement, bon bah fallait avoir de la CPU parce qu'on passe notre temps à compiler. Et effectivement, on peut se passer de chauffage électrique, notamment lorsque je lance la compilation du noyau là avec 72 threads. Effectivement, on entend tout de suite le nœud du serveur qui commence à s'agiter et à souffler un peu fort. Et ça, c'est normal. Donc, je vais juste vous montrer très rapidement comment je génère. Je vais vous afficher ça. Donc, il y a un petit RNP. Donc, j'ai plusieurs scripts qui sont dans Bin. J'ai un. On va aller zoom avant, je pense que vous verrez mieux. Voilà, donc j'ai un script qui s'appelle build Linux et un script qui s'appelle run Linux. Donc build Linux, qu'est-ce qu'il fait? J'ai eu font égale étoile. On va sélectionner quelque chose d'un peu plus gros. Voilà, je pense que vous devrez mieux voir. Donc build Linux, qu'est-ce qu'il fait? Donc globalement, il va créer une image avec DDE, il va formater cette image en ext4, ensuite il va faire un debootstrap. Donc debootstrap, c'est un outil qui est proposé par Debian qui permet de bootstrapper un système d'exploitation de type Debian. Donc il va installer par défaut le système de base et configurer donc les paquets, etc. Et du coup, au bout du bout, on se retrouve avec un système Debian qui n'est pas bootable, puisqu'il n'a pas installé de kernel, etc. Mais on se retrouve avec un système de base qui est complet, sur lequel on a juste besoin d'ajouter le noyau et les modules. Donc, comme vous voyez à l'écran, je vais mettre 2.7 number, voilà. Donc, en ligne 16, je crée un répertoire qui sera le répertoire dans lequel je vais travailler. Ensuite, en ligne 22, ici, je fais un DD. Là, je crée une image d'1,5 Go, tout simplement, qui est remplie avec des zéros.
en ligne 28, je vais créer un système de fichiers ext4 sur cette image. Donc, comme vous le savez, tout est fichier sous Unix, et donc à force sur Linux. Donc, vous avez le droit de créer un système de fichiers, que ce soit sur un périphérique bloc de type disque dur, SSD, etc., ou même un fichier régulier. Donc là, je crée un système de fichiers ext4 directement sur le fichier régulier que j'ai créé qui fait 1,5 Go. Ensuite, je monte cette image dans le répertoire que j'ai précédemment créé, et du coup, je suis capable de débootstrapper, c'est-à-dire de dire à Debian, installe-moi le système d'exploitation Debian de base dans ce répertoire, et ce répertoire qui finalement est monté sur l'image disque. Donc c'est exactement ce qu'il fait. Et ensuite, une fois qu'il a fait tout ça, je crée sur mon système cible le hostname, je lui ajuste ses droits, je récupère le block ID de mon disque virtuel quelque part, et je le ajoute dans le fstab pour que lorsque au boot, Linux puisse trouver son système de fichiers et son disque de boot. Ensuite, juste avant de terminer les opérations, je monte quelques sous-systèmes /proc, /list, /dev, etc. Je fais un chroot dedans. Donc là, en faisant le chroot, je suis capable d'aller dans mon nouveau système d'exploitation, alors qu'il n'a pas entre guillemets encore booté, mais je me positionne dedans, sur lequel je peux faire mes derniers ajustements, faire par exemple des installations de packages à la main, positionner mon mot de passe root, par exemple, etc., etc. Une fois que je quitte le chroot, alors lors de cette opération, c'est à ce moment-là éventuellement que je vais récupérer les modules que j'ai compilés précédemment, les modules du noyau Linux, et les installer dans /lib /module le numéro de kernel. Une fois que tout ça c'est fait, on démonte tous les systèmes de fichiers, on démonte le répertoire et je supprime mon répertoire. Donc, si je vous montre un petit peu comment ça se passe, je vais me mettre là, bin./build Linux. Donc, je lance. Donc là, il fait la première étape de création de l'image disque. Voilà, il me dit qu'il a créé une image disque d'1,5 Go. Ensuite, il va me demander avec c'est du sudo. Hop, là, il a créé donc le système de fichiers. Voilà, ça marche mieux. Et là, maintenant, je fais le debootstrap. Donc, comme je le disais, debootstrap, c'est simplement, c'est une sorte de script au-dessus, de logiciel au-dessus de apt-get qui va récupérer tout ce qui est nécessaire pour avoir une Debian de base. Donc, simplement, il va récupérer tous ces packages, les installer, les configurer, etc., etc. Donc, ça, c'est très simple. Et à l'issue de ceci, je me retrouve donc avec un rootfs.img, donc qui est un fichier qui fait 1,5 Go qui contient un système Debian complet sur lequel je peux booter avec le noyau que j'ai précédemment compilé, que je peux booter dans un exécuteur de machine virtuelle. Et là, par exemple, j'utilise QEMU pour pouvoir booter sur cette image. Donc, bon, là, je vous passe la création de l'image parce que j'en ai déjà une. Donc, si je me mets dans mon répertoire boot, j'ai un baiser d'image, donc hop, je reviens juste un instant pour voir s'il n'y a pas quelques questions. Voilà, j'ai l'impression que je suis sur une machine perso depuis 92, il faut une demi-journée pour compiler Linux. Ouais, c'est toujours un peu long pour compiler, c'est pour ça qu'il faut profiter de tous ces cœurs. Et donc, vous voyez, donc là j'ai un baiser d'image, j'ai mon rootfs img, enfin j'ai pas mal de choses. Et donc j'ai un script qui s'appelle, je vais vous afficher à l'écran, qui s'appelle run Linux, donc qui va, hop, je vais vous mettre quelques, un peu plus gros, voilà. Donc je lance directement sous QEMU, en lui disant de booter sur le kernel que j'ai précédemment compilé, en lui passant un certain nombre d'options et en passant en drive l'image Debian que j'ai générée moi-même à partir de 0. Et à ce moment-là, c'est là où la magie s'opère. /bin run Linux, voilà. Et là, je me retrouve donc avec une image qui boot simplement, et donc qui boot sur le noyau et qui va récupérer donc tous ces modules que j'ai préalablement installés dans l'image disque. Et là, j'ai une machine virtuelle d'une Debian minimale qui est utilisable. Je sais même plus où j'en suis. Voilà. Donc là, je suis sous ma Debian que j'ai générée précédemment avec des bootstraps et avec le noyau que j'ai compilé moi-même. Donc sur lequel vous pouvez faire hop,
un apt get update, apt upgrade, etc., etc. Enfin là, on est sur une Debian tout à fait standard, mais qu'on a généré nous-mêmes. Voilà, c'est un petit peu le genre d'exercice que je fais avec mes élèves. Comme ça leur permet de voir un petit peu le processus complet de comment on peut créer sa propre image d'un système d'exploitation Linux. Alors, je prends Debian parce que je suis très habitué à Debian et c'est l'environnement que je préfère, mais ça marche de la même manière avec quelque chose qui soit basé sur des Red Hat ou ce genre de choses, hein. Le processus est exactement le même. Et pour rebondir sur la Gentoo, c'est exactement ce qu'on fait, mais à la main, il y a même des scripts pour générer une Gentoo, des scripts qui automatisent un peu tout ça. C'est exactement le même principe. Voilà. Donc, c'était juste pour vous présenter ça, puisque j'en avais parlé, donc j'en avais parlé un peu la semaine dernière, et ça avait fait un petit peu réagir quelques personnes sur la série de tweets que j'avais fait. Et pour terminer, je voudrais vous parler d'un sujet, puisque je vous disais, on va parler d'images de synthèse en C++. Et il y a quelques jours, je suis retombé sur un truc qui avait fait un petit peu du buzz en son temps. C'est un générateur de carte de visite en ray tracing, en image de synthèse, qui tient sur une carte de visite. Donc c'est quelque chose qui avait fait le buzz il y a peut-être une dizaine d'années de ça, peut-être 2012, 2013, quelque chose comme ça. C'est un développeur qui est spécialisé en images de synthèse puisqu'il a travaillé pour les plus grands studios d'animation, etc. C'est quelqu'un qui a écrit de nombreux outils, de nombreux ray tracers, donc qui a relevé ce défi. Donc c'est un défi qui a été lancé en 1984, le 4 mai 1984 pour être précis, donc c'est-à-dire le Star Wars Day, May the Force be with you, alors attendez, je vais vous afficher ça à l'écran. Hop, je vais vous afficher ça à l'écran. Voilà. Voilà. Donc c'est un challenge qui a été lancé par Paul Egbert. Paul Egbert, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est quelqu'un aussi qui est très connu dans le domaine du computer graphics. Et donc, Paul Egbert, le 4 mai 84, a lancé un challenge en disant seriez-vous capable d'écrire le ray tracer le plus complet possible et avec le moins de code possible. Et donc, ce challenge a été posté. Et donc, quelques années après, Andrew Kensler a créé son propre petit ray tracer dont le code source tient sur une carte de visite. Donc, je vais vous afficher le code source. Attention les yeux. Le voici. Donc ce code source, c'est du C++, avec quelques petits tricks qui permettent d'en réduire la taille au maximum. Et si vous prenez ce code-là, vous pouvez l'imprimer tel quel sur une carte de visite à peu près standard. Et donc si vous prenez ce code, que vous le mettez dans un fichier, que vous compilez, ça vous génère donc une image de synthèse qui est celle-ci. Donc AEK, donc c'est le trigramme de Andrew Kensler, mais on peut changer. Je vais vous présenter le code juste après. Donc qui permet donc de générer un logo, enfin un trigramme ou un peu plus même, qui est composé de sphères sur lequel on a un ciel avec un joli gradient, on a donc un plan avec un damier dessus, et on a quelques features qui sont assez intéressantes. Qui sont les soft shadows, donc on a des ombres douces qui sont simulées, on a la profondeur de champ qui est simulée. Non mais what the fuck, le mec en quelques lignes de code il simule la profondeur de champ, des ombres douces, etc. Chaque pixel est multisamplé jusqu'à 64 fois, mais ça on peut le configurer, ce qui permet donc d'avoir un sampling stochastique, comme on dit, donc aléatoire, donc d'avoir finalement, c'est ce qui permet d'obtenir les ombres douces, c'est ce qui permet d'obtenir quelque chose qui a l'air moins synthétique quelque part, donc c'est plutôt intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ce code tient en 1337 octets de code. 1337 octets, donc pour les plus geeks d'entre nous, vous allez vous dire, ah ouais, c'est le mot lit, donc c'est du lit speak, donc c'est quand même, il y a quand même deux clins d'œil dans ce challenge. Il a été posté le jour du Star Wars Day, donc le 4 mai 1984. Il a été, le code résultant fait 1337 octets, donc le mot lit qui vient du lit speak.
Voilà, donc je trouve ça super intéressant, c'est un truc, vraiment un truc de geek. Et donc, quand vous regardez le code comme ça, c'est quand même, franchement lisible. Donc j'ai préparé de mon côté un dépôt avec le code original, le code, qui a été, déminifié et une première version, sur lequel j'ai fait un tout petit peu de refactoring pour pouvoir, passer des options en ligne de commande et cetera, et je suis en train de travailler donc sur une option totalement refactorée, notamment pour améliorer les performances, parce que les performances, là, le code n'utilise, qu'un cœur de votre machine, et effectivement, il y a quelques petites, entre guillemets, erreurs de programmation qui font que le cœur n'est pas aussi le programme n'est pas aussi performant qu'il le devrait. Et donc, et à terme, je voudrais ajouter par exemple le support du multithreading, ce genre de choses pour pouvoir bénéficier du maximum de cœur sur la machine. Donc, partant de là, je vais vous afficher le code. Hop, je vais aller me chercher mon petit terminal favori, Zoo, que voici. Alors, projet, je vais aller dans mon répertoire de travail, Business Card Retracer. Et donc, j'ai préparé donc ce code, il est hébergé sur mon propre GitLab CE, mais j'ai fait des miroirs sur github.com, gitlab.com et Bitbucket. Comme ça, je vous partagerai tout ça et vous pourrez aller voir un petit peu ce qu'il en est. Donc, j'ai préparé. Donc là, ce que je vous ai montré à l'écran tout à l'heure, c'est ce qu'il y a, sur mon dépôt. Donc, il y a un README qui explique, que j'ai rédigé, qui explique les tenants et les aboutissants de ce challenge, de ce code, comment sont organisées les sources, comment vous compilez les sources, etc. etc. Donc j'ai essayé de faire quelque chose d'assez complet pour que si vous êtes curieux et que vous allez voir, vous ne soyez pas perdu. Voilà. Donc si je fais make, hop, donc ça compile l'intégralité des différentes versions que j'ai. Donc 0.0 original, c'est la version originale minifiée que je vous ai présentée. Alors vous voyez qu'il y a quelques petits warnings qui sont levés par le compilateur, mais c'est normal parce que il dit que ça manque d'indentation ou d'espace, ce genre de choses, mais ça n'empêche pas de compiler et donc d'avoir une version qui fonctionne. Vous avez la version 0.1 formatted, qui est exactement la même version, mais en version code non minifié. Donc, que j'ai généré avec CLang format. Donc, on va aller voir dans le code. Alors, 00 vi card.cc. Donc, ça, c'est le code original tel que je vous l'ai montré. Et ce code, j'ai une cible dans mon makefile qui me permet de formater directement le code avec CLang format. Donc, c'est format card. Si je fais make format card, hop, ça me génère directement un code formaté. card-formatted.cc. Voilà, c'est quand même déjà beaucoup plus lisible. Donc ça, je vais aller directement dans le répertoire 0.1 formatted, qui est justement cette version de code formaté avec quelques petits ajustements manuels, parce que les outils automatiques, c'est pas toujours exactement ce qu'on souhaite obtenir. Donc vous voyez que ce code utilise très peu de choses. Première chose qu'il fait, il utilise les entêtes mat.h, stdio, stdlib, notamment pour faire tout ce qui est sorti. Alors ce que je vous ai pas dit, c'est que le fichier qui est généré, il est généré sur la sortie standard, et il est généré au format ppm, qui est portable Pixmap, qui est un format qui existe depuis le milieu des années 80 plus ou moins, qui est globalement est constitué d'un nombre magique, la largeur, la hauteur, le nombre maximum de niveaux par composante, et ensuite on a l'image de façon brute, chaque pixel les uns à la suite derrière les autres en binaire. Voilà. Il existe aussi les versions de ppm qui sont au format texte, qui permettent de pouvoir faire le transfert par mail sans forcément avoir de perte ou de le transférer de façon totalement ASCII. Voilà, donc on va passer là-dessus. Je vous conseille d'aller voir la page Wikipédia pour le format ppm. Si vous ne connaissez pas, vous verrez, c'est très simple. Donc, première chose qu'on voit dans le code, c'est qu'il utilise quelques petits tricks, des redéfinitions. Il fait typedef int i et typedef float f. Tout simplement, ça permet d'éviter d'utiliser 3 caractères pour écrire int et 5 caractères pour écrire float. Il a défini ensuite une structure v, dont on voit que finalement c'est la définition d'un vecteur. Qui est composé de 3 composants float, x, y, z, avec quelques opérations élémentaires sur le vecteur. Voilà. Donc on a l'addition, on a la multiplication, donc le produit par un scalaire. Là, on a une opération qui nous paraît étrange, on se dit modulo, mais en fait il ne fait pas réellement modulo, parce que si vous regardez la formule, c'est la composante x multipliée par le vecteur qui lui est passé x, plus la composante y multipliée par la composante y du vecteur qui lui est passé, etc.
Donc là, on voit que finalement, c'est le produit scalaire, ce qu'on appelle le dot product, directement, qui est implémenté sur l'opération modulo. Tout ça, il est utilisé justement sur charge d'opérateur, justement pour pouvoir économiser en nombre de caractères et que ça tienne justement en un minimum de caractères sur une carte de visite. Donc on a un constructeur par défaut, là on voit qu'il ne fait rien. On a aussi une opération exposant, et si on regarde bien, ça ne fait pas du tout l'exposant, on reconnaît tout de suite l'opération matricielle qui est le produit en croix, donc le cross-product. Et ensuite on a un autre constructeur sur lequel qui permet d'initialiser un vecteur avec les 3 composantes directement, et on a une opération note, pareil, qui ne fait pas du tout note, et dont lorsqu'on regarde un petit peu la formule, on constate, pour ceux qui ont fait un petit peu de maths, que finalement c'est la normalisation d'un vecteur, c'est-à-dire on prend la valeur, on prend le vecteur lui-même qu'on multiplie par 1 divisé par la racine carrée du dot product. Le dot product d'un vecteur sur lui-même, finalement, ça prend toutes ces composantes, ça les met au carré. On fait la racine de ça, donc c'est du Pythagore dans le texte. 1 divisé par racine carrée, donc ça va nous donner finalement un coef de multiplication. Et donc c'est ce qui nous permet, et qu'on applique au vecteur courant. Donc finalement, ça permet de normaliser le vecteur, donc de ramener toutes les composantes du vecteur et faire en sorte que sa norme, c'est-à-dire sa distance complète, soit égale à 1. Donc jusque-là, j'espère que vous suivez. Salut pour ceux qui sont partis. Et donc là-dessus, je vais récupérer ma fenêtre. Voilà. Là-dessus, là on voit une variable globale qui s'appelle G avec des nombres bizarres dedans. En fait, cette variable globale contient simplement le monde, c'est-à-dire les lettres telles qu'elles sont affichées à l'écran, qui sont finalement des sphères. Et au final, si on regarde un petit peu ce qui se passe sur la fonction T qui est juste en dessous, cette variable globale G est parsée. On voit qu'elle fait 19 de large par 9 de haut, et qu'en fait, donc 9, c'est le nombre de mots qui sont dedans. Et en fait, c'est simplement un champ de bits. Donc chaque bit qui sera à 1 dans ce vecteur correspondra à une sphère qui sera rétracée à l'écran. Donc ça, c'est très simple. Donc T, c'est la fonction qui va faire le ray tracing et qui va tester l'intersection ou non avec une sphère. La fonction S qui est juste en dessous, c'est la fonction qui est appelée par la boucle principale du ray tracer, qui permet donc de lancer un rayon, de calculer un rayon, de le lancer, donc d'appeler la fonction T. Et cette fonction T va dire si elle a ou pas intercepté une sphère. Si elle a intercepté une sphère, simplement on en calcule la couleur. Si elle n'en a pas intercepté et que la valeur qui a été retournée par la fonction T vaut 0, donc là on le voit, note M, on va finalement déterminer le ciel, c'est un point qui est dans le ciel, et c'est là on va calculer le gradient du ciel. Donc V.07.6.1, c'est une couleur sur laquelle on applique une puissance qui va permettre de dire que plus on est loin sur l'horizon, plus on va dégrader la couleur. Et sinon, on va regarder sur ces fonctions qui sont ici. Voilà, la fonction qui est ici, si c'est le M qui a été retourné par T vaut 1, ça veut dire qu'on finalement on n'a pas touché une sphère, mais on a touché le plan, donc le sol, et donc on va calculer la couleur du damier ici. Et sinon, on appelle la méthode S de façon récursive, justement pour calculer les réflexions. Donc c'est quand même plutôt bien foutu. J'ai envie de dire, parce qu'en très peu de code, même si là le code tel quel il est assez lisible, ça permet d'avoir un ray tracing complet. Et donc la fonction main, qui est donc la boucle principale du programme, contient simplement donc la génération de l'entête ici du fichier ppm. Donc on voit que c'est un fichier P6, donc c'est le nombre magique qui dit que c'est un fichier portable pixmap en binaire. 512, c'est la taille, la largeur, la hauteur. Donc le fichier fera 512 de large pour 512 de haut, et 255, c'est la valeur maximale par composant d'un pixel. Donc on aura 3 pixels, puisqu'on est en RVB, 3 pixels qui iront de 0 à 255, tout simplement. Et là, on a quelques initialisations que je vais vous détailler. On a ici V, on a la position de l'observateur, ici on a donc ça c'est la caméra, ensuite là on a comment est orientée la caméra, est-ce qu'elle est orientée vers le haut, vers le côté, etc., ce qui permet d'avoir une vision si on regarde de côté ou ce genre de choses. Et ensuite on calcule d'autres vecteurs avec le produit en croix qui nous permettent de donner finalement le vecteur, là on est en plus en coordonnées main gauche. Donc coordonnées main gauche, donc j'ai la partie haute. Alors dans ce rétraceur, le haut correspond à la partie Z, donc à l'élévation. Ensuite vous avez le Y qui vient vers moi, donc le Y
qui va dans ce sens-là vers vous dans les valeurs négatives, et on a le X qui va dans ce sens-là. Donc en fait, on calcule finalement en ayant la position de la caméra et le vecteur O, on calcule en angle droit les autres axes qui vont nous permettre de dire au ray tracer de rasteriser selon ces axes et d'envoyer des rayons dans la direction de la caméra. Et ensuite, on voit ici qu'on a 64 rayons qui sont générés par pixel. Et ces 64 rayons donc, sont super samplés, donc envoyés avec des petites perturbations aléatoires, justement pour avoir les ombres douces et pour avoir un petit peu une forme de lissage qui se fait naturellement. Voilà. Donc ça, c'est quand même assez impressionnant de voir qu'en si peu de code, on a un ray tracer qui est complet. Ouais, Goose, ça te rappelle ta prépa en maths? Ouais, tu m'étonnes. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est moi ce que j'ai préparé, et je vais vous le mettre, je vous enverrai les liens. Ce que j'ai préparé, c'est donc une version refactorée. Card.ch. Hop, je vous affiche ça à l'écran. Une version légèrement refactorée qui permet de rajouter, donc d'éclater un petit peu ce code pour qu'il soit un peu plus lisible. Donc j'ai créé donc, une classe générateur qui va encapsuler le main au final. Une classe ppm stream qui est dérivée en reader et writer. Alors le reader, je m'en sers pas pour l'instant. Servira plus tard pour rajouter des textures. La caméra est montée sur Anthropoline. Ouais, c'est possible. C'est parce que je bouge mon PC, c'est peut-être pour ça, Fabien. Donc le writer qui est le ppm writer, donc qui permet d'avoir une classe qui permet donc de générer le format ppm de sortie sans que ce soit dans la boucle principale. Ouais, c'est ça. Donc je vais essayer de pas trop taper sur mon clavier. Désolé. Une classe programme, simplement, une classe console. Tout ça, c'est un petit peu de la tuyauterie pour rendre le code un petit peu plus clair. Une classe profiler qui permet de profiler le temps d'exécution du code. Donc je vais vous montrer d'ailleurs, si j'exécute le code qui est refactoré, ./card.bin. Ouais, c'est ça. Donc j'ai rajouté quelques logs et le temps de calcul. Lorsque je stream pas, le temps de calcul d'une image, il est à peu près de 11 secondes 1, plus ou moins. Donc là, vu que ma machine elle est un petit peu chargée parce que je stream, ça doit prendre un petit peu plus de temps. Ça prend même plus de temps, il n'y a pas photo. Malheureusement, il n'utilise pas forcément bien tous les cœurs. Et donc, globalement, l'image de 512 par 512 est générée. Là, voilà, je vais vous afficher ça à l'écran gauche. Hop, ça. Voilà. Donc là, j'ai lancé l'exécutable. Donc, l'exécutable, ça me donne un fichier card.ppm. Voilà, ça me donne l'image que je vous ai présentée tout à l'heure. Et donc là, l'image a été générée en 32 secondes. Donc moi, j'ai écrit... donc tout ça, vous verrez, ça c'est la version originale qui est légèrement refactorée, mais sur lequel j'ai changé vraiment rien du tout sur l'algorithme en tant que tel. Donc l'algorithme en tant que tel, vous verrez que c'est exactement le même code que le code original. Ni plus ni moins. La seule différence, c'est qu'il y a un petit peu de tuyauterie derrière pour alléger la lecture de programme et faire en sorte qu'il soit un petit peu plus facile à faire évoluer pour le coup. Ce que je vais faire, je vais vous montrer donc la version que j'ai générée, qui est une version refactorée, mais plus optimisée, sur lequel j'ai commencé par optimiser déjà au niveau du code C++. Déjà j'ai commencé par optimiser la représentation d'un vecteur. Dans la représentation d'un vecteur, il y avait quand même plusieurs erreurs qui étaient faites. Je suis peut-être pas dans non, je suis pas dans le bon cd./03. C'est mieux comme ça. Voilà. 16G8 fonte. Voilà. Donc la première chose que j'ai faite sur la classe vecteur, c'est j'ai refactoré cette classe pour qu'elle soit déjà un petit peu plus claire, un petit peu plus lisible. Et ce que j'ai fait, une erreur qui était faite dans le code original, c'est que tous les vecteurs sur les opérations étaient passés comme étant des copies. Donc passage par copie, passage par valeur, plutôt que passage par référence. Donc j'ai fait que du passage par conférence et référence constante. J'avais fait donc une constification complète. Partout c'était possible, donc dans la classe vecteur, mais aussi
dans les fonctions de ray tracing. Partout où il y avait des vecteurs, je les ai constifiés et partout où c'était nécessaire, j'ai passé en référence constante. Donc, rien que cette opération a permis d'obtenir un gain de 30% en performance. C'est ce qui est quand même pas anodin. Donc je suis passé, lorsque je stream pas, de 11 secondes de ray tracing à peu près, à 7,9, 8 secondes de ray tracing, ce qui est quand même plutôt sympa. Ce que j'ai fait, j'ai aussi éclaté en champ de bits directement, parce que le code qui était écrit avant n'était pas en code C++ 14. Là, par défaut, je demande un compilateur C++ 14. Et donc, j'ai mis tout en champ de bits. Et donc, voici le monde tel qu'il est encodé dans la variable globale G. Et donc, que vous pourrez récupérer, que vous pourrez modifier à loisir et mettre des 1 et des 0 partout où vous voulez pour générer les sphères. Et donc, générer votre propre trigramme si vous voulez. Et ensuite, j'ai renommé les fonctions. La fonction T, je l'ai appelée fonction trace, la fonction S, fonction sample, etc. Et donc, j'ai essayé de mettre un petit peu partout, là le travail il est en cours, des noms qui sont un peu plus parlants et en éclatant certaines opérations, notamment sur la fonction de ray tracing en elle-même. Donc, comme vous le voyez, j'ai constifié beaucoup de choses et j'ai mis des noms qui soient parlants pour que vous puissiez comprendre un petit peu le cheminement et comment ça fonctionne. Donc ça, c'est un travail qui est intermédiaire. Je vais continuer à refactorer ce code pour faire quelque chose qui soit un petit peu plus générique et un petit peu plus simple. Et sachant que donc en ligne de commande, ./card, hop, vous avez des options que vous pouvez passer. Pardon. Donc vous pouvez passer le --output si vous voulez changer le nom de sortie. Par défaut, c'est card.ppm. La largeur, la hauteur. Pour l'instant, dans le code qui est refactoré, ça ne recalcule pas l'angle de vue. Donc il va falloir que je prenne ça pour qu'il recalcule un angle de vue et avoir entre 52 et 54 degrés d'ouverture pour pouvoir avoir un angle de vue correct, normal. Et puis bah, voilà quoi. Et donc je rajouterai des petites options, notamment une option de se dire je rentre directement en ligne de commande en toutes lettres le texte que je veux écrire, ça générera le champ de bits automatiquement et ça vous permettra de retracer votre propre carte de visite. Voilà, c'est juste pour le fun. Voilà, c'était ça que je voulais vous présenter aujourd'hui. Je ne vais pas plus rentrer dans le détail parce qu'il est déjà 13h11. Donc vous avez sûrement beaucoup de choses à faire. Et puis il y a peut-être, je ne sais pas si Timobi stream aujourd'hui, mais vous avez peut-être d'autres streamers à voir. Donc je vais vous partager tout ça. Les liens, c'est sur mon compte GitHub, github.com, gitlab.com, bitbucket.org. Vous pouvez déjà retrouver ce code, mais je vais le partager directement sur la chaîne YouTube. Et puis je ferai très rapidement des petites évolutions. Et je vais très probablement aussi, j'y pense, écrire un article de blog sur le sujet. Parce que je trouve que le sujet est super intéressant. C'est vraiment un challenge qui est hyper intéressant, tant en termes algorithmiques qu'en termes d'implémentation. Je trouve ça super. Et donc, de faire un petit peu ce code breakdown, c'est-à-dire cette déconstruction du code pour voir comment ça marche et comment l'améliorer, le rendre plus performant, plus générique, etc. Je trouve que c'est super. Et dans l'hypothèse, d'arriver avec quelque chose, finalement, un ray tracer qui était tout basique, avec quelque chose d'un peu plus évolué, et peut-être refaire le chemin dans le sens inverse pour voir est-ce qu'on peut réécrire un ray tracer un peu plus compact, plus performant que celui original qui était fourni. Donc de toute façon, je vous ai tout mis dans le readme.md qui est fourni avec le code. Donc vous pourrez jouer avec. Il y a des makefiles à la racine. Vous avez les cibles classiques make clean pour tout nettoyer, make all ou make tout simplement pour tout builder. Donc ça va dans chacun des sous-répertoires et comme ça vous avez toutes les versions. La version originale, la version déminifiée, la version déminifiée et légèrement refactorée avec un petit peu de tuyauterie, et vous avez la version réécrite. Voilà. La version, le ray tracer en minifié, originellement, il fait 1337 octets. Ce que je disais Fabien tout à l'heure, donc c'est le monolithe. Donc je trouve que c'est super, c'est vraiment le petit clin d'œil de geek. Donc 1337 octets, donc 1337 caractères qui peuvent être imprimés sur une carte de visite. Je trouve ça quand même génial. Voilà, donc là je suis en processus de déconstruction, de refactoring de ce code, et puis j'en ferai probablement donc un petit article de blog pour expliquer un petit peu le cheminement. Sachez qu'il y a l'excellent Fabien Sanglard qui a fait un article sur le sujet sur son blog, et je vous le mettrai aussi en lien, en 2013 je crois. Donc il a fait aussi une sorte de processus de déconstruction, il a fait exactement le même travail. Moi j'ai vu son article mais je ne me suis pas du tout inspiré de ce qu'il a fait.
Je suis aussi donc je fais le processus de déconstruction moi-même et moi, c'est vrai que, au-delà de la déconstruction, c'était vraiment dans un objectif là d'essayer de rendre un petit peu plus optimal ce mini moteur de ray tracing mais bon, c'est quand même incroyable qu'en 1337 octets, on ait un ray tracer qui soit complet avec, la gestion de la profondeur de champ, des soft shadows, la gestion, d'un sol, des réflexions, tout ça et cetera. Enfin, c'est vraiment super top et finalement, quand vous regarderez le code, avec, un minimum de mathématiques, il suffit de connaître un petit peu les mathématiques, vectorielles. Globalement, tout se passe dans la classe vecteur et une partie donc dans les fonctions, trace, et sample et voilà en gros, on passe notre temps finalement à calculer, des sommes vectorielles, de normaliser des vecteurs, de calculer des vecteurs incidents et d'utiliser quelques petites perturbations aléatoires justement pour pouvoir, générer, cette profondeur de champ et les soft shadows. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. J'aimerais bien faire ce genre d'exercice, peut-être plus en live une prochaine fois, de vraiment faire du live coding, et qu'on le fasse un peu tous ensemble. Là, le temps manque, malheureusement. Mais voilà, je pense que je ferai peut-être ce genre d'exercice en live sur des créneaux où les gens sont un peu plus disponibles. Voilà, on a terminé pour la session d'aujourd'hui. Je vais vous souhaiter une excellente semaine. Donc, comme je vous le disais, je ne vous dis pas à la semaine prochaine puisque je donnerai des cours, mais à la semaine d'après. D'ici là, soyez sages, geekez bien, et je vous dis bye bye, ciao ciao.